Madame, Monsieur, c'est encore et toujours un réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux pour suivre votre émission, l'émission RDC Environnement, qui est axée sur la gestion de notre environnement, la promotion de nos ressources naturelles et le développement durable, une production, comme vous le savez, de la rédaction de l'agence Galaxy Media. Parallèlement au discours strictement écologique, les questions environnementales se sont inscrites aujourd'hui au cœur de débats politiques, économiques et sociaux, avec bien sûr des enjeux considérables. Mais pour ce qui nous concerne cet après-midi, nous allons devoir donc parler de l'épineuse question du transfèrement des eaux, soit de l'Oubangui ou encore au niveau de l'Embouchure vers le bassin du lac Tchad. Vous le savez, les dossiers fait couler encore et toujours beaucoup d'encre et de salive. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau l'assistant Désiré Konga, qui est chargé de cours à l'université de Guadeloupe, ainsi que de l'Institut facultaire de développement IFAD ici à Kinshasa. Désiré Konga, bienvenue dans cette émission. Oui, merci. Alors, comment vous sentez-vous? Oui, je suis très ému d'être reçu par cette émission. Et puis, pour moi, je considère que c'est une émission qui est à la fois sensibilisatrice et puis conscientisatrice. Tout à fait. Et je suis très content. Voilà, très content. Nous l'avions dit, Désiré Konga, vous êtes chargé des cours, mais aujourd'hui, les questions environnementales, comme nous l'avions dit tantôt, se sont inscrites au cœur de débats qui sont des fois politiques, économiques, culturels et même sociaux, avec bien sûr des enjeux considérables. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui cet engouement, cet intérêt sur les questions environnementales à travers le monde, les organisations de la société civile, les politiques, les économistes, tous s'intéressent aujourd'hui aux questions environnementales. Pourquoi cet intérêt ? Bon, c'est très bien, c'est une bonne question. Vous savez que bon, les chrétiens disent que Dieu a tant aimé le monde, et il a donné son Fils unique, de manière à ce que quiconque croit en lui puisse avoir la vie éternelle. Tout à fait. Mais du point de vue environnemental, Dieu a tant aimé également cette planète Terre, et il nous a donné l'unique planète qui je peux appeler ça notre mère nourricière. Et généralement, vous allez voir que cette planète est menacée aujourd'hui. Ce n'est plus comme autrefois. Oui. Quand vous faites une approche comparative, vous allez voir que la planète Terre de l'année 1950 n'est plus la planète Terre de cette année. Oui. Et généralement, on parle plus de l'endettement écologique qui est actuellement. Donc, c'est pour dire que si on ne fait pas attention, si on ne gère pas cette planète de manière un peu correcte, et bien entendu, je vous rassure, et c'est démontré que cette planète risque de disparaître. Voilà, et c'est voilà la nécessité, l'intérêt de tout le monde. De tout le monde, que vous soyez comment dirais-je, politique, économique, politique, je ne sais pas moi. Donc, c'est vraiment une question très intéressante qu'on ne peut pas, à l'heure actuelle, négliger. Voilà, tout à fait. Actualité oblige Désiré Konga. Nous avons assisté lundi aux différentes cérémonies de remise et reprise, et le ministère de l'Environnement n'est pas resté en marge. Claude Nyamugabo, qui a été gouverneur dans la province du Sud Kivu, commande aujourd'hui le ministère de l'Environnement. Il a axé ses actions sur les aspects qui sont liés à la gestion de notre environnement et à l'assainissement surtout. Quand vous entendez parler de quelqu'un qui veut s'investir dans la gestion de l'environnement et l'assainissement, ça vous fait quoi? Je salue l'arrivée de mon ministre de l'Environnement, puisque j'évolue dans ce secteur, c'est mon domaine, c'est un vertébré également. Alors, vous savez, c'est cette vision-là du gouvernement, en commençant par les chefs de l'État, que le ministre doit étendre, de manière à ce que, désormais, qu'on puisse un peu parler du Congo. Vous savez, le Congo qui a une méga biodiversité après l'Amazonie, ne doit pas rester toujours derrière.
Hein. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas... Il faut que le pays puisse reprendre le leadership. Voilà, le leadership. Hein, vous voyez, et surtout en Afrique centrale. Et d'ailleurs, même en Afrique. Et pourquoi pas à travers le monde également, en matière de l'eau, la forêt, et ainsi de suite. Donc, à mon avis, l'assainissement, tout ce que le ministre a épinglé lors de la remise et reprise est fondé. Donc, on ne doit pas... Bon, il faudrait que le ministre soit entouré par des conseillers, des experts en matière pour lui... apporter de matière pour pouvoir booster les développements environnementaux de la République démocratique du Congo. Alors tout à fait, on va suivre ce reportage que nous avons réalisé le lundi 9 septembre 2019 qui concerne bien sûr cette cérémonie de remise-reprise entre le ministre sortant qui assumait l'intérim Franck Mouedi et le ministre entrant Claude Nyamugabo. Regardez, nous allons revenir juste après avec notre invité. Il est désormais celui qui préside aux destinées du ministère de l'Environnement et Développement durable. Claude Nyamugabo a officiellement pris le bâton de commandement du dit ministère lundi 9 septembre 2019 à l'issue de la cérémonie de remise et reprise. Franck Mouedi Malila, ministre intérimaire, a passé les témoins à Claude Nyamugabo devant le secrétaire général en l'environnement. Dans ses premiers mots de circonstance, l'ancien gouverneur de la province du Sud Kivu veut réellement faire jouer à la République démocratique du Congo son rôle de leader sur le plan environnemental tant en Afrique qu'à travers le monde et permettre au pays de tirer le maximum de bénéfices pour son développement. Ce que je vais me mettre à faire très rapidement, c'est de faire jouer à notre pays son rôle, non seulement en Afrique, où nous détenons plus de 50% de la forêt, avec une biodiversité très importante, mais également à travers le monde, parce que nous sommes le pays qui fait respirer le monde après le Brésil. Et notre pays devrait jouer son rôle de leader en Afrique et même au monde. Notre pays devrait également bénéficier des retombées du rôle qu'il joue. Grand protecteur de la planète Terre, je vais tout mettre en œuvre sous le leadership du président de la République pour que nous ayons les retombées des grandes richesses que nous avons dans notre sous-sol et sur notre sol. Pendant que l'on nous demande de continuer à protéger la Terre tout entière, je crois que nous avons droit également à un retour de la communauté internationale et des partenaires. La société civile environnementale reste et demeure un partenaire incontournable, a laissé entendre le ministre Claude Nyamugabo. La société civile, c'est notre partenaire. Nous avons les mêmes objectifs, à savoir faire jouer à notre pays son rôle de leader en Afrique et dans le monde, s'agissant de la protection de l'environnement. Et main dans la main, nous allons réaliser les objectifs qui nous ont été assignés dans ce nouveau gouvernement qui vient d'être mis sur pied. Nous allons donc continuer à protéger notre biodiversité. Nous allons veiller au respect de l'environnement afin de jouer le rôle dans la protection de la terre tout entière. Mais je voudrais également mettre un accent pendant mon mandat sur l'assainissement, dont on ne parle pas beaucoup. Mais il y a quelques années, ce service était un grand service, non seulement à Kinshasa, mais également en province. Je mettrai un accent particulier sur l'assainissement sur le plan interne, parce que ce ministère est un ministère transversal. Par ailleurs, le ministre Nyamugabo a promis de mettre un accent particulier sur l'assainissement du milieu et la protection de l'environnement comme cheval de bataille de son action gouvernementale. Voilà, Désiré Konga, vous avez déjà commenté, c'est que cette actualité liée, bien sûr, à la cérémonie de remise et reprise. Comme nous l'avions dit en début de cette émission, nous allons devoir parler de l'épineuse question du transfèrement des eaux du bassin du Congo vers le bassin du lac Tchad. Mais hier, on entendait parler de l'eau du bassin, de l'eau de l'Ubangi vers le bassin du lac Tchad. Aujourd'hui, on parle de l'eau
qu'on doit prendre au niveau de l'embouchure. C'est en fait le projet Transaqua. Qu'est-ce qui explique ce revirement entre l'eau de l'Ubangui et aujourd'hui l'eau de l'embouchure? Merci, monsieur le journaliste. C'est un dossier très complexe. J'avais commencé à suivre ce dossier quand j'étais encore étudiant. Oui. Et j'ai fini mes études, je suis devenu assistant. J'ai continué toujours à suivre ce dossier. Aujourd'hui, je suis chef de travaux. Oui. Alors, pour votre information, c'est un dossier très complexe. Et pour ma part, je considère que c'est un dossier qui est lié à la fois à la vie et à la mort. Tout à fait. Et c'est une question, donc aujourd'hui, bon, ce n'est pas la première fois qu'on parle de transfèrement de eau dans le monde. On a déjà parlé, et cette histoire existe d'ailleurs. Mais quand vous faites un peu la lecture, vous verrez que souvent, ça crée toujours des problèmes. Et à ma connaissance, ces dossiers, si on ne gère pas correctement, ça risque de créer ce que nous appelons un bouleversement géopolitique en Afrique centrale. Ouais. Et tenez, le transfèrement de eaux du bassin du Congo vers le lac Tchad, il y a plusieurs bassins. Il y a plusieurs bassins hydriques qui se trouvent en Afrique. Mais curieusement, quand vous lisez l'histoire, vous verrez que le bassin du Congo est trop loin par rapport au bassin du lac Tchad. Ça, c'est le premier élément. Et puis, le bassin qui est proche du bassin du lac Tchad, c'est le Niger. Alors, et cette histoire a commencé il y a très longtemps. Très longtemps, au départ, c'était, comment dirais-je, les Allemands qui voudraient assez que, au niveau du désert, du Sahara, il faudrait ramener l'eau du bassin du Congo vers le désert. Puis à cette époque-là, il y avait un sérieux problème, alors il fallait compatir avec l'eau qui devrait venir de l'Afrique centrale. Et c'est passé, cette époque est passée, et par après, c'est la Russie qui soulève encore le problème. Pour dire, non, bon, si tel est l'État, il faut chercher un peu à tirer l'eau du bassin du Congo vers le lac Tchad. Vous voyez? Alors, à mon avis, je menais des études sérieuses là-dessus. Mais je sais qu'il y a des controverses autour de ce projet. Transaqua. Certains estiment que, bon, surtout les économistes, estiment qu'avec ce transfèrement, vous voyez, ça va donner de l'emploi, ça va, n'est-ce pas, en termes d'économie congolaise. Donc, c'est vraiment un projet qu'on peut dire bienvenu pour la République démocratique du Congo. Mais hélas, mon frère, il y a plusieurs secteurs en République démocratique du Congo où on peut capitaliser et on développe les pays. Oui. Pas nécessairement l'eau. Vous comprenez? Pas nécessairement l'eau. Et le transfèrement de eau a toujours des conséquences. Tout à fait. Alors, pour ceux qui ont appris la logique, ne doivent pas me contredire pour dire que si la prémisse est mal posée, donc la conclusion sera aussi mal mauvaise. Ou mauvaise. Vous voyez. Qu'est-ce que moi, personnellement, je suis en train de refuser à ce projet-là? C'est quoi? Mon frère, on initie un projet, mais jusqu'au moment où je vous parle, parce qu'on a multiplié des conférences, mais la République démocratique du Congo n'est pas jamais été associée. C'est là que se situe le vrai problème. Vous comprenez? Ce qui donne l'idée d'un complot, alors. Voilà, d'un complot international. Ça, et je vous dis, le monsieur, les concepteurs de ce projet-là, c'est un Italien. Il s'appelle Marcello Vichy. Vous voyez? Alors, on multiplie pour la première fois. C'était au Tchad. Sur un sommet du développement durable du bassin de lac Tchad. On multiplie, le Congo n'était pas associé. Deuxièmement, on va en Italie, à Bologne. Vous voyez, et là, c'est pour chercher les bailleurs de fonds qui doivent financer ces projets. Le Congo n'est pas du tout associé. Et troisièmement, dernièrement, l'année passée, à Abuja. Vous voyez, et là,
je vous dis, la démarche est vraiment avancée. Et au niveau d'Abuja, il faut maintenant quantifier combien, tout ça là. Mais pour votre information, les projets s'élèvent à plus ou moins 14 milliards. Et à partir d'Abuja, on a déjà arrêté, on a déjà retenu des entreprises qui vont exécuter ces travaux. Il y a Bonifica. Il faut poser des pipelines. Voilà. Non, pas nécessairement ça. Il y a Bonifica de l'Italie et il y a Power China de la Chine. Mais maintenant, apparemment, les concepteurs ne parlent pas le même langage avec d'autres scientifiques. Vous voyez, pour eux, il faut créer un canal. On ne parle même pas de pipeline. Il faut un canal, c'est-à-dire une autre rivière qui doit quitter la République démocratique du Congo vers le bassin du lac Tchad. Vers le bassin du lac Tchad. Et une entreprise qui va construire des autoroutes à côté, il y a une entreprise qui va certainement créer ces canaux-là. Ça, c'est le premier élément. Mais hélas, mon frère, et là, nous sommes au niveau de la rivière Ubangi. Oui. Présentement, au moment où je vous parle, avec les réchauffements climatiques, avec les changements climatiques, l'Ubangi n'est plus navigable 12 mois comme autrefois. Maintenant, Ubangi est navigable qu'à 6 mois. Et donc, vous comprendrez là que, donc, à partir de Zongo, en République démocratique du Congo, et Bangui, en Centrafrique, donc vous pouvez même traverser pendant l'étiage, vous pouvez traverser, même à pied. Donc, vous comprendrez là que Ubangi, qui est déjà moribond, n'est-ce pas? Mais on voudrait encore tirer. Alors là, ce n'est pas normal. Deuxièmement, je menais une étude. Vous allez voir qu'une étude topographique démontre ceci. Que Ubangi est en altitude, n'est-ce pas, en haut, et puis bassin de lac Tchad est en bas. Donc il suffit seulement qu'on tire une partie. Donc en aval, vous pouvez prendre la bicyclette et vous traverser. Et avec beaucoup de conséquences. La biodiversité, l'économie, et ainsi de suite. Là, on ne peut pas s'éterniser là-dessus. Il y a aussi un problème sécuritaire. Vous savez que dans le bassin de lac Tchad, aujourd'hui, on parle de Boko Haram. Et n'est-ce pas? Parce que lac Tchad est séché, tout ça là, les gens ne trouvent pas comment... Les groupes armés ont élu domicile là-bas. Alors, j'ai peur que ce mouvement puisse maintenant traverser, n'est-ce pas, en République démocratique du Congo. Ça, c'est encore un autre élément. Il y aura également les transferts des maladies, selon de maladies et ainsi de suite. Il y a encore un autre élément, mon frère. Vous savez, vers les années 80, ce n'est pas pour rien que le président tchadien, d'ailleurs, ce n'est pas un secret, qui a dit que même si la République démocratique du Congo refuse, donc nous allons prendre ce taux-là par la force. Vous comprenez? Mais pourquoi? Il insiste sur la rivière Ubangi. Pourquoi? C'est parce que vers les années 80, Idriss Déby était venu en formation commando à Kotakoli. Puis à cette époque-là, c'était Essène Habré qui était le président tchadien. Oui, tout à fait. Vous comprenez? Alors, Essène Habré a envoyé un bataillon pour la formation commando au Zaïre. Et le patron de ce bataillon-là, les colonels qui étaient à cette époque-là, c'est Idriss Déby. Donc, il maîtrise bien la contrée. Et il faisait des exercices militaires sur la rivière Ubangi. Il maîtrise bien. Et c'est pourquoi il insiste. Il faudrait qu'on prélève ou alors qu'on soutire ces taux-là à partir de l'Ubangi. Alors, un autre élément. Il y a d'autres scientifiques. Et là, c'est encore un débat. Il y a d'autres scientifiques qui pensent qu'il faut transférer ces taux à partir de l'embouchure. De l'embouchure, oui. Mais voilà, techniquement, c'est faisable. Mais il y a des fois, j'ai essayé un peu d'analyser. Vers l'embouchure, il y a des obstacles. Vous comprenez? Il y a des pierres et tout ça là. Je ne sais pas comment on peut effectuer ces travaux-là. Donc il faut laisser l'embouchure et remonter tout petit peu en amont. Et c'est à partir de là que vous pouvez facilement prendre n'est-ce pas, ces taux-là. Mais là encore, il y a des problèmes. Il y aura des conséquences. Pourquoi? Parce que la quantité naturelle de l'eau douce du fleuve Congo qui se déverse dans l'océan. Et quand on monte tout petit peu en amont et on soutire, donc cette quantité-là va diminuer. Elle va diminuer. Mais il y a des principes physiques qui disent ceci. Même après 10 ans, après 15 ans, après 20 ans, l'eau de l'océan qui est salée va remonter, va occuper le lit. Vous voyez? Alors, imaginez-vous, l'eau de l'océan qui est d'ailleurs salée, quand ça occupe déjà cette partie-là, donc ça va
comment détruire la biodiversité. Comment dirais-je Parce que ce n'est pas le même écosystème, en fait. Ce n'est pas le même écosystème. Oui. Et là, c'est un élément. Et là, qui enregistre ça, c'est la République démocratique du Congo. On dit, bon, il faut tirer à partir de là. Mon cher, les gens qui sont derrière ces projets-là savent bien que si on tire cette eau-là à partir de l'Ambouchi, c'est coûté. Parce que au niveau de Mbandaka, au niveau de l'équateur de Mbandaka, il y a des reliefs. Cela veut dire quoi? Il faut tirer cette eau de manière à ce que ça puisse atteindre cette altitude-là et puis ça se déverse vers le lac Tchad. Donc là encore, il y a un obstacle. Et il y a encore un autre obstacle. Même admettons que même s'il faut utiliser les pipelines, mais là où le pipeline va passer, il y aura des travaux. Mais il y a des parcs nationaux et parfois déclarés patrimoine de l'UNESCO ou alors de l'humanité. Oui. Hein? Vous voyez? Alors j'ai envie de me demander par quel mécanisme ces travaux-là vont s'effectuer parce qu'il faut faire passer ces papes-là et c'est trop loin. Donc en fait, ce sont là les raisons un peu scientifiques, comme si on peut le dire, plutôt que écologiques, qui renseignent que donner de l'eau depuis l'embouchure est plus complexe que donner de l'eau au niveau de l'Ubangi, même si l'Ubangi est en train de sécher. Non, non, cela veut dire que cette problématique est très importante, que ce soit au niveau de l'embouchure, que ce soit au niveau de l'Ubangi, cher ami. Je dis tout simplement que, mettons un peu de bémol, vous voyez. Ou carrément, il faut mettre une croix sur ce projet. Vous voyez, ce projet-là. Alors là, je quitte l'aspect technique. Il y a trop, nous ne sommes pas là pour donner des leçons, il y a trop de raisons techniques. Et là, je viens au niveau même des textes légaux. Qu'est dit les textes légaux? Vous prenez la Constitution à son article 214. Il y a l'article 53 de loi réglementant la gestion des eaux douces. Vous verrez que cette manière de transférer l'eau vers un autre État, ou alors prendre une partie de la forêt, donner à un autre État, ça nécessite quoi? Il faut consulter la population. Donc il faut un référendum. Un référendum. Mais remarquez, on boutique déjà un projet sans pour longtemps tenir compte de la vie de la population et vous venez imposer. Alors là, je trouve que ce n'est pas correct. Alors je suis d'ailleurs très content. Parce que ces projets Transaqua, au moment où je vous parle, WEF n'est pas d'accord avec ces projets. Puisque vous savez, au niveau du bassin de lac Tchad, WEF a des activités là-bas. Alors vouloir transférer l'eau, ça risque encore de bouleverser ce qu'il a initié déjà comme projet, à l'intérêt de la population comme projet. L'Union européenne a refusé ce projet-là. D'ailleurs, je me souviens bien, quand Ségolène Royal, qui était encore ministre de l'écologie, est allée en Tchad, elle n'était pas d'accord avec ce projet-là. Je suis très ravi que le gouvernement congolais a été interpellé au Parlement. Rappelez-vous, et là, je salue mon aîné Anatobé. Et le ministre de l'Environnement avait donné la position claire du gouvernement congolais pour dire en tout cas, niet, on ne doit pas à ces projets. On ne doit pas transférer cette eau-là. Et je suis d'ailleurs d'accord, je salue aussi certains sénateurs, n'est-ce pas, Massikini, à l'époque, et il y a aussi d'autres députés. Et là, je prends honorable Bazaïba, qui avait intervenu à ce moment-là. Il y avait le Kondo qui avait dit clairement, qui avait soulevé une émotion qu'on puisse écrire aux instances internationales en donnant clairement la position de la RDC pour dire niet à ces projets-là. Il y a d'autres députés. Vous voyez, Didas Pembe, il y a d'autres. Vous voyez, donc vous comprendrez là que la position du gouvernement, même d'autres organismes internationaux, le gouvernement congolais, le Parlement congolais et d'autres scientifiques, que je ne peux pas citer d'ailleurs nombreux, refusent, et même la société civile, la société civile refuse même le transfèrement de ces projets. Voilà, on va revenir sur les conséquences écologiques, les conséquences environnementales, sur les écosystèmes, les espèces, que ce soit végétales ou animales, de la réalisation de ces projets. Il s'est ouvert, disons, ce 11 septembre, le Forum national de la société civile sur les énergies en République démocratique du Congo, organisé par
par la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et l'action publique en collaboration avec l'Institut national de préparation professionnelle. Quel modèle énergétique pour le développement communautaire à RDC? C'est autour de ces thèmes que tournent les échanges au cours du Forum national sur l'énergie à RDC. Ouvert ce mercredi 11 septembre 2019, ces assises sont organisées par la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique CORAP. L'accès à l'énergie propre doit être prioritaire. Parler énergie renouvelable aujourd'hui, c'est très important parce que nous pensons que c'est les énergies renouvelables qui peuvent aider ce pays à accroître le taux d'accès des populations à l'énergie. Parce que s'attendre aux grands projets comme INGA et d'autres, c'est d'abord beaucoup d'impact sur l'environnement, sur l'économie, sur les sociales. C'est beaucoup d'années pour la construction, c'est aussi beaucoup de moyens financiers. Alors que la population congolaise a besoin de l'énergie aujourd'hui. Il n'y a que 6% de la population qui a accès à l'électricité. Et nous pensons que le développement des microcentrales et d'autres formes d'énergie comme les solaires, l'éolien et tant d'autres est la solution aujourd'hui pour donner accès des populations à l'énergie. En collaboration avec l'Institut national de préparation professionnelle INPP et l'appui de American Jewish World Service, ce forum a tant jeté le base pour l'utilisation des énergies renouvelables par la formation. Dans le cadre des objectifs de développement durable qui nous parlent de l'accès à l'énergie pour tous, on ne peut pas parler de la promotion des énergies renouvelables, on ne peut pas parler de l'accès aux énergies renouvelables ou électriques sans pour autant parler de la formation. Et donc, nous, en tant que l'INPP, nous sommes là comme les socles communs, parce qu'il faut commencer d'abord par former une main-d'œuvre qualifiante dans les secteurs des énergies renouvelables, avant de demander aux différentes couches de la population d'utiliser ces énergies. Le secteur de l'énergie, en rapport avec le manque d'électricité, a plus une incidence négative sur la femme. Et dans les réflexions, en tout ce qui concerne les réflexions pour trouver des solutions, il faut se le dire, le constat est malheureux parce que dans toutes ces démarches, vous ne trouvez pas des femmes beaucoup. Il y a une faible participation de la femme en ce qui concerne l'implication de la femme dans toutes les réflexions, dans toutes les démarches qui concernent la résolution justement de ce problème épineux d'accès des populations. De l'énergie et alimenter leur économie. Nous n'avons pas été capables de... Aujourd'hui, la République démocratique du Congo mise uniquement sur l'énergie hydroélectrique. Est-ce qu'il ne faudrait pas penser à la diversification des sources d'énergie pour emboîter les pas aux autres pays qui ont déjà marqué beaucoup de pas vers les énergies renouvelables, l'éolienne, le solaire, la géothermie? Oui, c'est parfait. On ne doit pas négliger cette source d'énergie. Nous ne pouvons pas seulement nous focaliser sur l'hydroélectricité. Hydro. Non, il faut aussi diversifier, comme vous venez de dire. Et d'ailleurs, dans d'autres cieux, actuellement là, on essaie un peu de diversifier certaines sources d'énergie et pour apporter à la population, n'est-ce pas, un ouf de soulagement en termes de développement. Oui. Vous voyez, et puis je prends par exemple un cas hasard. Vous allez vous trouver, et surtout chez nous, à la République démocratique du Congo, un village qui se trouve au cœur d'une forêt et pratiquement très loin de l'eau et ainsi de suite. Alors, très rapidement, pour leur apporter de l'énergie, il faut diversifier. On ne doit pas toujours attendre de manière à ce que... Il faut construire un petit barrage. Un petit barrage qui parfois risque d'être coûteux, ainsi de suite. Nous devons actuellement, avec ce gouvernement, je suis très ravi, nous devons quitter l'étape où les latinistes parlent de werba, de la parole, pour être maintenant dans les praxis. Vous voyez, là où il ne faudrait pas continuer à attendre le barrage, il faut amener des solutions pratiques à cette population. Et de cette manière-là, ça peut aller très vite. Et je reviens sur le forum.
On multiplie beaucoup de forums chez nous. C'était un forum de trop, vous pensez? Voilà, oui, certainement, c'est un forum de trop. Mais est-ce qu'en République démocratique du Congo, est-ce qu'il n'y a pas de recommandations? Est-ce pourquoi ne pas organiser aussi un forum juste que sur l'application des recommandations qui ont été collecter les recommandations et voir un peu dans quelle mesure on peut maintenant les appliquer. Voilà, Désiré Konga, chargé des cours à l'université de Gbadolité et à l'Institut facultaire de développement ici à Kinshasa. C'est lui que nous avons comme invité dans cette émission pour parler non seulement de l'actualité environnementale, mais surtout du dossier du transfèrement des eaux du bassin du Congo vers le bassin du lac Tchad. Nous avons parlé des aspects techniques, scientifiques même, mais j'avais promis qu'on allait évoquer les conséquences écologiques, environnementales par rapport bien sûr à ce projet. Le vrai problème qui se trouve sur ce projet-là, c'est quoi? Le Congo n'a rien dans ce dossier. C'est seulement nos frères tchadiens qui ont mal géré leurs ressources. Hein? Et aujourd'hui, c'est pourquoi je dis que même le fleuve Congo ici que vous voyez, il faut que nous puissions faire attention. Voilà, si on gère très mal, un jour, le fleuve Congo disparaîtra. Tout à fait. Vous comprenez? Alors, le NASA dit qu'il faut faire très attention, d'ici 2050, le lac va disparaître. Or, qu'est-ce qui se passe? Techniquement, la NASA a considéré, n'est-ce pas, une partie de la zone, sans pour autant tenir compte des zones inondables. Vous comprenez? Or, en télédétection, pour ceux qui connaissent bien la télédétection, une zone marécageuse en télédétection est considérée comme une zone à l'eau de surface. Donc, c'est pour dire que la statistique, le pourcentage que NASA a donné là est biaisé. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, qu'est-ce qui se passe? Le bassin, il y a une commission du bassin du lac Tchad. Aujourd'hui, c'est élevé à 9 pays, n'est-ce pas, contre la République démocratique du Congo. Et ce transfèrement, ce n'est pas seulement, et là c'est une information que je donne à mes frères congolais et congolaises, qu'il ne s'agit pas aujourd'hui seulement du transfèrement de l'eau de l'Ubangi, ou alors du bassin, ou alors du fleuve Congo. Au moment où je vous parle, Afrique australe est en train de convoiter. Il faut également transférer, tirer une partie de la rivière Kasaï. Kasaï vers l'Afrique australe. Et c'est ça que les gens oublient. Et il y a pratiquement 4 mois aujourd'hui, c'est une information vieille, je suis chercheur, il y a un barrage central hydroélectrique sur la rivière Zambèze. Vous voyez, appelé Kariba. Vous voyez, alors ces barrages, en termes d'économie, vous voyez, pour la Zambie, vous voyez, ça donnait très bien. Mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, ces barrages ne fonctionnent pas correctement. Alors, la Zambie, il faut encore tirer la Zambie voudrait tirer l'eau du fleuve Congo pour renforcer, n'est-ce pas, la source du fleuve Zambèze, qui est considéré comme le 4e fleuve en Afrique, après Nil, le Congo et puis Niger. Vous comprenez? Alors là, imaginez-vous, la Zambie va tirer où? À partir de la source, donc vers le Katanga. Alors, quand on tire déjà l'eau à partir de la source, vous comprenez maintenant la conséquence qui va arriver. Donc on ne parlera plus du projet Grand Inga. Vous voyez. Et puis pour votre information également, le lac Tanganyika, au moment où je vous parle, il y a d'autres multinationaux, n'est-ce pas, qui préfèrent tirer cette eau-là et renforcer, n'est-ce pas, la source du Nil. Parce que pour eux, ils estiment que avant l'âge tectonique, ou avant l'activité tectonique, vous voyez, ce sont ces cours d'eau-là qui renforcent aujourd'hui le débit ou alors la source du fleuve Congo. Ce sont ces cours d'eau-là qui renforçaient la source du Nil. C'est là qui faisait la fierté du Nil. Or, après l'activité tectonique et avec la conférence du Berlin, aujourd'hui, on ne peut plus parler de ça. Ces cours d'eau se convergent et renforcent la source du fleuve Congo. Alors, vouloir accepter de renouer, de manière à ce que ces cours d'eau vont vers le fleuve Nil, vous comprenez maintenant des conséquences. Donc, c'est pour vous dire que c'est un problème
très grave qui est en train de guetter la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, quand il y a d'autres gens qui parlent de la guerre de l'eau. Et là, je confirme, si on ne fait pas attention, chers amis, au moment où je vous parle, nous allons connaître bel et bien la guerre de l'eau dans notre pays. Alors, on ne veut pas en arriver là, en tout cas. Il faut que les choses puissent se faire normalement. Désiré Konga, nous sommes à la fin de cette émission. Nous avons parlé, nous avons commenté l'actualité. Un tout dernier mot, en tout cas, en bref, que dire par rapport à ce projet et à tous ceux qui vous suivent? Un mot par rapport aux aspects environnementaux. Oui, en tout cas, je dirais tout simplement que il y a d'autres gens qui pensent qui nous considèrent, nous qui refusons ces projets-là, comme des alarmistes et des catastrophistes. Mais non, j'ai dit à nos amis que c'est vrai, c'est un projet, mais tout projet. Pour amener un projet, il faudrait que la population s'implique dans ces projets-là. Oui. C'est ça même l'orthodoxie du projet. Donc vous ne pouvez pas concevoir un projet et vous venez imposer à la population. Non. Le Congo, c'est un grand pays. Le Congo a besoin quand même un minimum de respect. Il faudrait, au départ, qu'on mène une étude environnementale, n'est-ce pas? Pour voir est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est possible. Et si ce n'est pas faisable, on arrête. Pas faisable, on arrête. Mais ce que nous refusons, venir nous imposer, et alors que le projet est déjà avancé, alors là, ce n'est pas du tout correct. Là, nous sacrifions et nous qui sommes les présents, générations présentes et, même et les générations futures. À venir. Donc, de cette manière-là, en tout cas, il ne faut pas seulement prendre un aspect économique et pour dire, bon voilà, avec ces projets, non. Ce n'est pas correct. Revenons-nous à la logique, à l'orthodoxie. Comment on peut amener un projet, comment est-ce qu'on peut ériger un projet. Et c'est un projet de grande envergure. Et pourquoi la RDC a des experts? Pourquoi on ne doit pas associer la République démocratique du Congo? Et non pas seulement ça. Au moment où je vous parle, c'est une information. La population du Nord Ubangi, vous voyez, parce que ce sont eux qui sont directement concernés par ces projets-là, ne sont pas du tout d'accord. Et surtout que dans ces gouvernements, pour eux, ils pensaient qu'un des leurs pouvait être dans le gouvernement pour pouvoir plaider. Mais malheureusement encore, une fois de plus, donc ils continuent toujours à subir je ne sais pas moi comment je peux y appeler, et voilà que le Nord Ubangi est échappé, et le Nord Ubangi n'est pas considéré. Alors là, ce n'est pas bien. Je dis au chef de l'État et au ministre de faire très attention, parce que cet aspect-là, vous voyez, ça frustre déjà la population du Nord Ubangi, et ce n'est pas bien. Il faudrait très rapidement capitaliser et arranger, de manière à ce que cet aspect ne puisse pas perdurer. Voilà, merci beaucoup Désiré Konga. Je rappelle que vous êtes chargé de cours à l'Université de Gbadolité et puis à l'Institut facultaire de développement ici à Kinshasa. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui dois vous remercier. Merci également à vous, madame, messieurs, qui nous avez suivis, qui avez suivi cette émission RDC Environnement. Le prochain rendez-vous, bien sûr, c'est la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin également de votre environnement. Tout geste que nous posons contribue soit dans la dégradation, soit dans la préservation de notre environnement.